j'espère que vous allez bien. C'est l'heure du bilan du mois de juin. J'ai lu une douzaine de livres, donc ça fait beaucoup, mais en fait il y en a 7 dont je vais pas parler très longtemps parce que j'ai fait un vlog de 24 heures de lecture avec ces 7 livres. Et là je développe vraiment mon opinion, donc là j'en parlerai brièvement, mais ça devrait aller quand même assez vite. C'est parti! Down by the river, by the boat, where everybody goes to be. Je commence donc par les livres que j'ai lus dans le cadre de ce vlog lecture qui est sorti la semaine dernière. Donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Vous aurez un petit peu plus de détails. Je les présente dans l'ordre où ils m'arrivent. Donc ça c'est le dernier que j'ai lu. La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. On n'est pas sur un coup de cœur, mais à ça du coup de cœur. Vraiment, j'ai adoré, c'est doux, c'est tendre. Il y a une romance entre deux personnages, mais c'est pas du tout le cœur de l'histoire. Le cœur de l'histoire, ce sont les enfants. On est dans un monde de magie. Et il y a 6 enfants qui vivent dans un orphelinat, et donc Linus Baker doit venir voir si tout se passe bien dans cet orphelinat, s'ils sont bien traités. Et en filigrane, on lui dit de vérifier que les enfants ne sont pas dangereux parce qu'ils ont des pouvoirs assez particuliers, qui font un peu peur. Mais comme ce sont des enfants et on s'en rend compte dans l'histoire, bah oui, ils peuvent faire des choses terribles, mais ça reste des enfants et donc Linus Baker va les découvrir et va apprendre à les aimer. Et bon, voilà, je vous en donne pas plus de détails dans le vlog. Ensuite, 2 essais. Le changement climatique expliqué à ma fille de Jean-Marc Jancovici, qui date un petit peu, on est sur 2017 je crois, même si c'est une déjà réédition de 2009 avec des choses qui ont été ajoutées. Enfin, vraiment intéressant. Là, pour moi qui connais quand même pas mal de choses, qui m'intéressent beaucoup au sujet, je n'ai pas appris grand-chose, si ce n'est des techniques de rhétorique que je pourrais utiliser pour parler avec des personnes qui justement n'ont pas vraiment d'infos ou qui ont un peu des clichés en tête ou des lieux communs. Donc pour ça, il est bien. Expliquer à ma fille, oui, donc c'est vrai que ça fait qu'une centaine de pages, donc en direction des ados, je dis oui, mais quand même pas trop tôt, pas avant la 4e, 3e, parce qu'il faut quand même, se l'enfiler. Il n'y a pas de choses scientifiques trop costauds, mais il y a quand même des pavés qu'il faut réussir à digérer. Donc premier essai, le deuxième, c'est pas vraiment un essai, c'est plutôt un manifeste. Être heureux avec moins de Corinne Morel d'Arleux. On est un peu dans la même thématique. J'espérais avoir plus d'infos, des réflexions un petit peu philosophiques sur comment faire pour vivre heureux. On est fait pour vivre heureux avec peu. Enfin voilà. Bon, au final, pas vraiment. On est sur une grosse partie sur notre société de consommation, le consumérisme à outrance, et avec des chiffres qui sont quand même assez glaçants. Et puis ensuite, une petite réflexion sur comment faire pour consommer un petit peu moins. Mais bon, disons que j'ai pas appris grand-chose. Mais cela dit, il est quand même très intéressant. Un dernier livre qui parle aussi du climat dans un genre totalement différent, c'est Opération Climat de Nicolas Bonnefoy, avec les illustrations de Roman Mendes. On est sur un livre dont vous êtes le héros. Donc c'est-à-dire, vous savez, on choisit à chaque paragraphe, on choisit vers quoi on veut se diriger, et donc en fonction de ce qu'on décide de faire, ça nous envoie vers tel ou tel numéro de paragraphe, et donc l'histoire change en fonction des choix que l'on fait. Donc ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de livre dont vous êtes le héros. Et j'ai beaucoup aimé, et surtout, alors ça se lit hyper facilement, là pour le coup, ado, sans souci. Le personnage principal est quand même un jeune trentenaire, enfin entre 25 et 30 ans, qui donc a un boulot, alors n'a pas de compagne, n'a pas d'enfant, mais peut-être pas trop facile de s'identifier quand on a 15-16 ans, mais à part ça, c'est vraiment facile à lire. J'ai appris plein de choses parce qu'à un moment, le personnage se retrouve dans une ZAD, se retrouve dans un éco-hameau, dans un éco-village, ou alors fait des manifestations pacifiques, fait des manifestations familiales, fait des actes de désobéissance civile. Donc franchement, on apprend plein de choses en fonction des scénarios qu'on fait. Moi, j'en ai fait 4, mais il y en avait d'autres que j'aimerais faire plus tard. Par exemple, je sais qu'à un moment, il s'engage en politique. Ça, j'ai pas fait. Et c'est vraiment des questionnements que moi j'ai, comment j'agis, jusqu'où je vais dans la désobéissance civile, dans le désarmement, dans l'action violente, non violente, enfin voilà. C'est hyper ludique en vrai, donc vraiment, je vous le conseille. Ensuite, plutôt dans les romans, j'ai lu L'odeur des clémentines grillées, dont je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est de Lidou. J'en ai parlé dans ma vidéo sur le club lecture et les recommandations, puisque moi j'avais lu ce livre-là, on devait lire un auteur asiatique. Et aussi donc dans mon vlog 24 heures de lecture, donc je vais pas trop m'étendre, c'est un livre coréen, très cosy. Voilà, on est sur quelque chose de très cosy. Alors la littérature asiatique, j'ai l'impression, enfin ce genre de littérature, ça existe aussi au Japon, je trouve, c'est
quelque chose qui prend son temps, qui va pas forcément explorer à fond les sentiments du personnage, essayer de décortiquer comment ce personnage se sent face à telle ou telle situation. Non, les situations vont et viennent. Et le personnage évolue sans qu'on s'en rende compte vraiment, mais à la fin du livre, on se rend compte qu'il a évolué par de petites touches, par de petites choses, et surtout on apprend à connaître d'autres personnes. Et c'est le fait de vivre ensemble qui va faire que, en général, le personnage se sent mieux. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, un genre totalement différent, L'orage qui vient de Louise May. Alors là, on est dans la female rage. Et effectivement, le personnage principal, c'est Mila. C'est une jeune fille de 16 ans, 15-16 ans. Elle vit dans un hameau après la rétractation, donc on est un petit peu dans une dystopie. À un hameau, il n'y a que des femmes, quasiment. Et un jour, un jeune homme va arriver, tout le monde va va se prendre d'affection pour lui, sauf Mila, qui sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors Mila, elle a un secret aussi, qu'on découvre assez vite, mais je ne vous dis pas ce que c'est. Et donc, elle a beaucoup de mal avec ce jeune homme qui arrive dans leur village. Et on sent sa colère qui monte, qui monte, qui monte. C'est pour ça qu'on est vraiment dans la female rage, la rage, parce que cette colère, elle monte, le fait de ne pas être entendue, de ne pas être comprise. Et ben, je vous dis pas ce qui se passe à la fin, mais celui-ci, on est sur un coup de cœur. Il est très très court à lire, mais vraiment, il est efficace, il va droit au but. Et moi, j'ai senti aussi ma colère monter. Et j'ai vraiment adoré. Donc celui-ci, je le conseille à 100%. Je ferai un petit short alerte coup de cœur là-dessus. Et le dernier que j'ai lu dans ce vlog, c'est Un jour de nuit tombé, le tome 1. Je vais encore moins m'étendre sur celui-là parce que j'ai enchaîné sur le tome 2 et je me dis que je vais plutôt vous faire un récap des 2 tomes à la suite pour voir si justement... Et maintenant, je vais vous parler des quelques livres que j'ai lus en plus. Donc en fait, il n'en reste plus que 5. Donc ça va aller aussi assez vite, je pense. Alors, je vous avais dit le mois dernier que j'avais lu Prince de sang de Raymond E. Feist. Ça faisait très longtemps qu'il était dans ma pile à lire. J'ai lu déjà plusieurs livres de lui que j'ai beaucoup aimés. On est dans de la fantaisie, notamment Fille de l'Empire, la trilogie Fille de l'Empire. C'est vraiment mon préféré. Et donc là, c'est les nouvelles chroniques de Krondor. Donc moi, j'ai lu les chroniques de Krondor. Donc on se retrouve dans le monde avec les enfants des héros des chroniques de Krondor. Donc premier tome, Prince du sang. Et deuxième tome, Le boucanier du roi. J'ai pas vraiment aimé celui-là. Ce sont les jumeaux d'Aruta qui est devenu le prince de Krondor. Des jumeaux un peu insouciants, assez jeunes, qui se rendent pas compte que ils sont amenés à régner plus tard et qui sont pas très sérieux et qui prennent tout à la légère, etc. Donc leur père va les envoyer en mission diplomatique dans l'empire de Kesh et ça va un petit peu mal tourner. Il va y avoir des tentatives d'assassinat sur l'un des 2 jumeaux, sur Boric, je crois, Boric qui est l'aîné, Erlang qui est le deuxième. Et donc ils vont se retrouver séparés et puis ils vont tous les deux arriver finalement dans l'empire de Kesh d'une manière ou d'une autre et ils vont se rendre compte qu'il y a une espèce de complot, bref, forcément pour essayer de les tuer, pour essayer de casser un peu l'équilibre qu'il y a entre le royaume de Krondor et l'empire. Alors, j'ai pas trop aimé pourquoi, parce que les 2 personnages sont des hommes, il y a beaucoup d'hommes, il n'y a pas beaucoup de femmes, et alors... vraiment pour moi c'est de la fantaisie à l'ancienne. Alors je me souviens pas de en quelle année c'est sorti. 1989. Donc voilà, ça fait presque 40 ans. Ça se sent. J'avais beaucoup aimé quand j'ai lu les Chroniques de Krondor, mais ça fait au moins 10 ans que je les ai lus. Donc j'avais pas la même sensibilité, je pense. Et là, on est vraiment à fond dans le truc macho. C'est les hommes qui sauvent le game et tout ça. Eux sont assez machos avec les femmes. Enfin, ils ont un regard sur les femmes, qui est toujours un peu sexualisé, je sais pas trop comment on dit. Il y a peu de femmes qui trouvent grâce aux yeux de l'auteur, parce qu'en fait, en vrai, quand c'est des personnages qui ont un regard sexualisé, c'est l'auteur qui a ce regard-là. Donc, c'est le style des années 80-90, il n'y a pas de souci. Mais là, moi, ça me gêne un peu de lire ça maintenant. Il y a un moment, alors on est pourtant dans un livre de fantasy, et au début, il faut une partie de foot, et ça s'appelle du foot. Et c'est le même jeu que chez nous, et c'est la même chose, quoi. Les mecs qui se battent entre équipes parce que ça se passe pas bien, des mauvais joueurs et tout. Mais j'ai envie de dire, mais pourquoi il met du football dans un livre de fantasy, quoi? C'est quoi le délire? Donc ça, vraiment, voilà, pas trop fan. Je suis allée au bout parce que, bon, l'histoire était sympa, mais voilà, ça m'a un petit peu agacée. Le tome 2, en fait, c'est leur petit frère. Donc c'est le boucanier du roi, c'est leur petit frère Nicolas. Qui va un peu prendre la suite. Donc on est quelques années plus tard, les jumeaux ont grandi, évidemment, ils sont devenus un peu plus matures grâce à cette aventure qu'ils ont vécue. Ils ont grandi, etc.
Et donc Nicolas, lui, il est affligé d'un... Alors c'est pas un pied beau, mais voilà, il a une boiterie de naissance, on n'a jamais réussi à le guérir. Et donc il n'a pas très confiance en lui. Il va être envoyé par son père, pareil, chez son oncle, pour devenir écuyer, pour essayer de gagner un peu confiance en lui, de ne pas être un peu trop dorloté par sa mère. Son père dit qu'il est un peu trop dorloté, etc. Et il va se passer quelque chose, un bateau, des pillards vont arriver et vont tout mettre à feu et à sang. Et donc Nicolas et ses compagnons vont partir sur le grand océan, traverser un océan qui n'a jamais été traversé quasiment, pour essayer d'aller à la poursuite de ces esclavagistes qui ont enlevé une partie de la population. Et donc forcément, Nicolas va grandir, va mûrir, va prendre confiance en lui. Celui-ci est beaucoup mieux, parce qu'il y a des femmes héroïnes dedans. Donc l'équilibre est un peu plus, et puis on est sur un héros qui a moins confiance en lui, donc c'est plus facile de s'identifier. Eux, ils ont de la morgue, ils sont pénibles, vraiment ils se la pètent. Moi ça m'a énervé, c'est pas le type de personnage que j'aime. Donc voilà, lui, je trouve qu'il fait plus humain, quoi. Il est pas trop sûr de lui, il essaye de trouver ses marques. Donc il y a un peu plus de respect envers les autres parce que c'est pas juste moi je suis le prince et c'est moi qui commande, quoi. Donc celui-ci est beaucoup mieux. Et je suis contente d'avoir persévéré parce que j'ai vraiment beaucoup plus apprécié celui-là. Ensuite, j'ai lu un roman jeunesse, ça s'appelle Renversante de Florence Inkel ou Inkel, je ne sais pas trop comment ça se dit. En fait, là, il y a 2 tomes. Et c'est 2 tomes en un. Et il y a un 3e tome aussi qui est sorti. Et Renversante, en fait, alors je vais vous lire la 4e de couverture, vous allez voir tout de suite le délire. Moi, j'ai adoré. Depuis la nuit des temps, ce sont les hommes qui s'occupent des enfants. C'est normal et naturel, puisque les femmes, elles, portent les enfants dans leur ventre pendant 9 mois. Puis elles les allaitent si elles veulent, ce qui les fatigue beaucoup. Elles n'allaient pas en plus s'en occuper le reste du temps. Aïe. C'est pour ça que dans mon pays, ce sont les femmes qui sont à la tête de l'État. Quelques hommes particulièrement intelligents ont réussi à se hisser au même rang qu'elles, entre parenthèses, même si on n'a encore jamais vu un homme présidente de la République. Ils sont très méritants quand on pense à la charge qu'ils assument en plus à la maison. Ouais, vous voyez, hein, tout est renversé. Et donc le petit sous-titre, c'est Renversons le monde pour mieux le voir. Et donc le premier tome, c'est l'histoire de Léa et Tom, 2 jumeaux qui ont 10 ans. Et en fait, le père, qui est un père au foyer, il n'est pas père au foyer, je crois qu'il bosse, mais en vrai, il s'occupe des enfants, quoi. Donc, c'est pas un père au foyer, je crois qu'il a un métier. Mais c'est lui qui s'occupe des enfants, de l'éducation, etc. C'est la femme qui rentre tard, tout ça, mais c'est normal, c'est comme ça. Le père demande à Léa d'essayer de faire un effort, je sais plus, dans le cadre d'un exposé ou je sais plus trop, pour essayer de comprendre ce que peuvent subir les garçons en termes d'inégalité. Et elle a dit, oh bah ça va, oui c'était inégal avant, mais maintenant c'est bon, on est tous égaux. Mais voilà, elle va faire des efforts pour se mettre à la place de son frère jumeau. Et elle va réaliser plein de choses dans la cour de récré, dans les salles de classe, dans les moqueries, la façon dont les filles regardent les garçons. Comme c'est renversé, ça choque, on se dit, oh mais c'est trop bizarre, enfin vraiment ça se fait pas de considérer les hommes comme ça. Alors la couleur genrée, c'est plus le rose, mais c'est le bleu, donc c'est trop la honte pour une fille de porter du bleu, parce que c'est une couleur de garçon, alors que tout le monde porte du rose. Bah oui, le rose c'est pour tout le monde. Enfin, tout a été renversé. Tous les adjectifs, quand ils sont neutres, on va dire, ils sont au féminin. Ils sont accordés au féminin. Donc, par exemple, dans la 4e de couverture, on nous dit c'est normal et naturel puisque les femmes portent les enfants, blabla. C'est normal le et naturel le. En fait, alors que nous, tout est masculin, même quand c'est du neutre, quand on dit c'est normal que ceci, cela, l'adjectif est au masculin. Là, tout est mis au féminin. Donc, et le fait de le remarquer, de le faire et de le remarquer, ça saute aux yeux et on se dit, ouais, en vrai, mais même quand c'est censé être neutre, en fait, c'est au masculin, c'est pas normal. Et donc, le premier tome, les jumeaux ont 10 ans. Le 2e tome, les jumeaux ont 15 ans. Donc là, il y a toute une côté de sexualité, de Tom qui doit s'habiller en fonction du regard des filles, qui doit être beau, qui se regarde tout le temps dans son miroir. Et là, elle dit, ouais, franchement, il perd du temps. Hein. Moi, je m'habille n'importe comment, mais il pourrait s'habiller n'importe comment. Donc, son frère lui explique, non. En vrai, je peux pas m'habiller n'importe comment parce qu'il y a des canons de beauté et que si je suis pas dans les canons de beauté, on va se moquer de moi ou on va me dire que je suis un ton ou que je suis...
C'est marrant, à un moment, ils disent pas, par exemple, nous, on dit une petite fille, ah, c'est une peste. Et en fait, la peste, c'est la maladie. Et là, ils disent pas c'est une petite peste, ils disent c'est un petit choléra. Donc, vraiment, tout a été masculinisé. Donc, je trouve ça vraiment bien et ça ouvre les yeux sur ce que c'est. Alors, j'ai pas le 3e tome où ils ont 17 ans, mais je pense que je vais vraiment l'acheter et surtout le faire lire à mes enfants. Oh my God, I see how everything is torn. Et enfin, pour finir, il me reste 3 livres que j'ai lus, mais une fois n'est pas coutume, ce sont des graphiques ou des bandes dessinées. J'en lis vraiment très très peu. Mais là, j'ai une collègue qui m'en a prêté 2. Et la BD, on me l'a prêté aussi, donc j'ai lu. Effectivement, ça se lit beaucoup plus vite. D'où mon nombre de lectures plus élevé que d'habitude. Alors, la bande dessinée, c'est ça. C'est Effondrement de Alexis Colézard. Je sais pas trop comment ça se dit. C'est une auto-édition et c'est un jeune homme. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Alexis, de 26 ans, qui se rend compte que la société dans laquelle il vit est sur le point de s'effondrer. Voilà pour le visuel. Alors, j'avoue, franchement, j'ai pas trop aimé. C'est pas je trouve que le propos est pas hyper clair, ça part un peu dans tous les sens. Les gens quand ils parlent, ils ont toujours une bouche ouverte, genre bizarre là comme ça. On dirait qu'ils sont toujours avec les yeux grands ouverts. Mais vraiment tout le temps, même quand ils sont pas énervés ou quoi que ce soit. En fait, il y a un déclencheur au début, il est victime d'une agression dans la rue et il était avec une amie. Et en fait, son amie, limite, se fait violer sous ses yeux et lui, il sait pas quoi faire. Donc, il appelle à l'aide, il y a personne qui répond. Il va trouver quelqu'un qui est gardien dans un entrepôt à côté. Donc, il va finir par venir l'aider avec son chien. Mais bah, pendant ce temps, sa copine, elle s'est fait violer ou presque, quoi. Et donc, bah, surtout, elle lui en veut. Et lui, bah, il se dit, bah mince, en fait, je n'ai pas su quoi faire, quoi. Donc, il a une grosse prise de conscience. Et donc il va aller voyager, enfin bref, bon bah j'irai pas plus loin, je le conseille pas vraiment. Ça part dans tous les sens, j'ai pas aimé les dessins, donc ça fait beaucoup. Ensuite, 2 graphiques par contre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors je les ai plus là, donc je vais pas pouvoir vous montrer les visuels. Je vais peut-être essayer de mettre des pages, au moins une page pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais je les ai déjà rendus à ma copine collègue qui me les a prêtés. Le premier, c'est le manifeste des 343. C'est une histoire vraie, ça raconte l'histoire du manifeste des 343 qui est paru en 1971, je crois, ou 72, avant le vote de la loi sur l'avortement. Et en fait, donc à ce moment-là, l'avortement était illégal. Et en fait, c'est 343 femmes et pas mal de femmes connues qui ont signé un manifeste en disant « Oui, j'ai avorté ». Donc, elles risquaient quand même d'avoir un procès, etc. Mais comme elles étaient 343 et surtout qu'il y avait des femmes connues, je vous mettrai une petite liste des personnes, quelques personnes connues qui ont signé ce manifeste. Et donc, elles n'ont pas été inquiétées parce que voilà, on n'allait pas lancer une procédure sur plus de 300 personnes, dont des personnes connues. Et donc, ça a vraiment médiatisé le fait que les femmes avaient besoin de pouvoir avorter, qu'elles avaient le droit de choisir, peu importe dans quel cadre en fait, même si c'est pas parce qu'on n'a pas été violé qu'on n'a pas forcément envie d'avoir un enfant. La contraception aussi n'était pas hyper développée, donc des fois il y avait souvent des enfants non désirés. Et comme toujours, c'est la femme qui porte la charge. Ça a vraiment marqué le début de la lutte, enfin pas le début de la lutte, mais le début de la médiatisation de cette lutte pour l'avortement. Ensuite, il y a eu le procès qui a été gagné par Gisèle Halimi, d'une jeune fille qui avait avorté et donc on l'a attaquée en justice parce que c'est interdit. Et en fait, ce procès a été gagné. Et ensuite, bah forcément, en 1975, avec Simone Veil, la loi pour l'avortement qui a été votée enfin. Mais voilà, donc c'est un peu toutes les petites luttes qui ont eu lieu avant et qui, en fait, si elles n'avaient pas existé, bah, la loi n'aurait jamais été votée. Donc, je connaissais pas le manifeste des 343, donc j'ai appris quelque chose et ça, c'était très très chouette. Donc je conseille de lire ça, voilà, c'est un roman graphique, donc c'est pas très compliqué. Et vraiment, on apprend plein de choses et on voit l'importance de la lutte parce que c'est chaque petit pas qui permet d'arriver à l'objectif final qui est de voter une loi. Donc c'est pas inutile de manifester, de signer des pétitions, etc. Parce que si on le fait tous ensemble, bah, c'est là que le législateur va être forcé de réagir et de faire quelque chose. Et ensuite, j'ai lu quelque chose de totalement différent. Ça s'appelle Peau d'homme. Je l'avais déjà lu il y a un moment, mais je me souvenais plus de l'histoire. On pense à Peau d'âne, mais il y a peu de ressemblance avec l'histoire au final. Ça se passe dans une espèce d'une Italie de l'époque moderne, un peu fantasmée. Et donc c'est une jeune fille qui va devoir se marier. Sa famille la marie un jeune homme qu'elle n'a jamais rencontré. Donc elle voit qui c'est, hein, mais ils n'ont jamais pu discuter ensemble et ça l'embête un peu. Et sa tante, ou sa marraine,
lui apprend que dans la famille, les femmes se passent de génération en génération une peau d'homme. Et donc en fait, c'est une peau qu'elle peut enfiler et ça fait qu'elle devient un homme. Personne ne peut dire la différence. C'est pas juste un déguisement, c'est vraiment quelque chose qu'elle devient. Et donc cette peau d'homme s'appelle Lorenzo. Et donc elle va sortir pour devenir Lorenzo et pour apprendre comment vivent les hommes et surtout pour apprendre à connaître son futur fiancé. Et elle va vivre plein d'aventures en tant que Lorenzo. Elle va le rencontrer, elle va tomber amoureuse de lui. Lui va tomber amoureuse de Lorenzo, et donc bon ben voilà, parce qu'elle va le connaître mais lui ne va pas la connaître elle. Est-ce que le mariage va avoir lieu? Est-ce qu'il va y avoir des choses qui changent? Elle va quand même apprécier être un homme, hein, parce qu'il y a une certaine liberté. Je vous dis pas comment ça se termine, mais vraiment les dessins sont vraiment très chouettes. Et l'histoire, elle est très prenante. Ça m'a parlé en tant que femme de dire, et si je pouvais me déguiser en homme, mais de vrai, qu'est-ce qui changerait dans ma vie, dans ma face, pas dans ma façon d'être, mais dans la façon dont les gens pourraient me considérer à l'extérieur. J'avoue, j'en ai aucune idée. Mais en fait, on arrive un petit peu, je suis en boucle hein, sur les mêmes thématiques, mais c'est vraiment le hasard, c'est ma collègue qui me l'a prêté. Mais voilà, on revient un peu sur ce type de thématique aussi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé des petites idées de lecture. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous, il y a des lectures que vous avez fait récemment et qui pourraient me plaire. Les recommandations, je les note à chaque fois. Ensuite, je les lis quand je les lis, mais voilà, surtout n'hésitez pas. Pour ceux qui partent en vacances tout de suite en juillet, je vous souhaite de bonnes vacances. Pour ceux qui partent pas en vacances tout de suite, eh ben courage, on y est presque quand même. En attendant, à tout le monde, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Down by the riverside.